J'ai reçu la première lettre de rançon le lundi 14 novembre. Le lendemain, j'ai reçu une seconde lettre. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une blague. Je ne suis pas marié, je ne l'ai jamais été. Le mercredi, nouvelle lettre, accompagnée d'une mèche de cheveux et de la photo d'une très jolie femme, une jeune asiatique que je n'avais jamais vue. La lettre disait « Ne jouez pas avec nous. 50 000 $ demain soir à 9 h, même endroit. Sinon vous ne reverrez jamais vivante votre femme. » La plaisanterie devenait de mauvais goût. J'allais saisir le téléphone pour prévenir la police lorsqu'il sonna. Une voix de femme se fit entendre. Puis une voix d'homme. Un cri de femme retentit dans l'acoustique du téléphone. J'étais fou de rage et mort de peur. J'allais à nouveau prendre le téléphone pour appeler la police lorsqu'un objet lourd fracassa ma fenêtre et roula au milieu de mon salon. Je me suis caché derrière un fauteuil. Quelques minutes ont passé. Puis, je me suis approché de l'objet. C'était un chiffon ensanglanté autour d'une pierre. En défaisant le chiffon, je découvris avec horreur un morceau de chair qui ressemblait à un lobe d'oreille. D'un coup, je me suis précipité dehors. J'ai couru jusqu'à la cabine téléphonique située juste en face de ma demeure. Dans la cabine, il y avait du sang. Sur le téléphone, une enveloppe était collée. J'ai marché dans les rues comme un somnambule. De toute évidence, il y avait erreur sur la personne. Les ravisseurs croyaient que j'étais marié à cette femme. Dans cette ville, il y avait sûrement un homme portant mon nom, Marcel Martin, dont la femme avait été enlevée. Je consultai le premier bottin téléphonique sur ma route. Il n'y avait pas d'autre Marcel Martin, mais 12 M. Martin. Je les ai tous appelés. 7 étaient des femmes. Martine, Marie, Michel. L'une d'elles était même décédée. 3 M. Martin ne répondirent pas, et le dernier n'était pas celui concerné. La raison me dictait de me rendre immédiatement à la police. Mais j'ignore pourquoi, je suis d'abord passé à mon domicile. J'ai bu 3 scotch coup sur coup et j'ai pris une douche. Le téléphone sonna à nouveau. J'ai pris la bouteille de scotch et je l'ai vidée. Puis j'ai avalé un restant de whisky. Je suis sorti et j'ai bu dans tous les bars que j'ai croisés entre mon appartement et le poste de police le plus proche. Quand j'ai fait ma déposition au flic, il a cru que je délirais.
Le flic m'aurait volontiers arrêté pour trouble de l'ordre public et ivresse, mais comme je suis un peu célèbre de par mon ancien métier d'animateur de télévision, il m'a gentiment raccompagné jusque dans mon lit. J'ai dormi comme une pierre. Le lendemain, je me suis éveillé à midi avec une terrible gueule de bois. Est-ce mon visage décomposé dans le miroir de la salle de bain qui me poussa à prendre cette absurde décision? Je vis mes yeux cernés, mon nez trop long déjà parcouru par la coupe rose de l'alcoolisme, ma bouche pâteuse. Je repris une douche, enfilai des vêtements convenables et me précipitai à la banque. Le directeur se montra mécontent de devoir réunir 50 000 $ en quelques heures. Cependant, il n'osa pas poser trop de questions indiscrètes. À 9 heures, j'étais au coin de la 8e rue et de la 17e avenue. Après avoir vérifié le contenu de ma valise, ils ont jeté la femme dans mes bras et se sont enfuis. Elle me serra dans ses bras en pleurant. Un pansement lui cachait l'oreille. Je l'ai emmenée dans un restaurant. Je lui posai 1000 questions. Elle ne répondit à aucune. Au lieu, elle me parla sans cesse, comme si elle était réellement ma femme, comme si nous nous connaissions. J'aurais dû la conduire à la police. Celle-ci aurait éclairci toute cette affaire. Mais je risquais alors de perdre cette femme qui me fascinait. Qui était-elle? Pourquoi faisait-elle semblant d'être mon épouse? Était-elle le cerveau de cette bizarre affaire? Je voulais savoir, comprendre. J'étais résolu à ne pas la laisser partir, tant qu'elle n'aurait pas répondu à toutes mes interrogations. À minuit, j'ai voulu la raccompagner chez elle. Elle accepta, mais indiqua mon adresse. Alors, je l'ai amenée chez moi. Elle a dormi. Le lendemain matin, elle s'est jetée sur moi et nous avons fait l'amour. Dix années sont passées. Elle n'a jamais répondu à mes questions. Nous vivons ensemble comme mari et femme. Je l'aime plus que tout au monde. Parfois, je pense que je suis réellement fou, que j'ai inventé cette histoire de ravisseur, d'argent et de lettres anonymes. Mais je cesse d'être fou lorsqu'elle m'enlace et que je caresse son oreille dont le lobe a été coupé.